Merci beaucoup. Merci au Forum de m'avoir invité et merci à Christophe Honoré de m'avoir compté parmi ses invités singuliers, particuliers. Alors je crois que le mieux en introduction, c'est qu'on écoute une chanson sans images. De toutes les chansons, celle que tu retiens ne sont rien qu'amour cruel sans lendemain. C'est la raison pour laquelle je n'aime rien, rien de ce qui me rappelle tous ces refrains. N'écoute pas les idoles, écoute-moi, car moi seule je suis folle, folle de toi. Ces chansons que tu fredonnes, comment veux-tu que je les aime? Personne n'a jamais pu me faire croire que l'on se donne à cœur perdu pour se quitter à l'automne, bien entendu. N'écoute pas les idoles, écoute-moi, car moi seule je suis folle, folle de toi. J'ai peur et je te résiste, tu sais pourquoi. Je sais bien ce que je risque, seul avec toi. Pourtant j'irai chez toi puisque c'est comme ça. Rien que pour casser tes disques, tu ne pourras plus écouter les idoles. Ça t'apprendra que moi seule je suis folle, folle de toi, folle de toi, folle de toi. Voilà, alors pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'était France Gall qui nous chantait Les Idoles. Alors en introduction de ce cours, enfin de cette leçon de cinéma dont j'espère qu'elle ne sera pas trop professorale, j'ai pensé à cette chanson de France Gall parce que j'ai trouvé idoine pour plusieurs raisons. Alors je ne sais pas si à la fin de ce cours on sera tous et toutes fous ou folles de Christophe Honoré, mais je trouve que cette chanson fait écho à une œuvre majeure de Christophe Honoré dont on va bientôt parler, Les Idoles. D'autre part parce qu'elle est une chanson dite de variété. Or, s'il y a bien un vocable, je crois, qui peut qualifier le travail artistique de Christophe Honoré, c'est bien le mot de variété. Alors, écrivain, romancier, critique de cinéma, metteur en scène de théâtre et d'opéra, scénariste, acteur parfois et cinéaste, la variété est une des clés de son travail à mes yeux. Alors, pour qualifier cet éclectisme, cette manière de toucher à tout sans avoir l'air d'y toucher, eh bien Christophe Honoré parle d'une impureté qui serait consubstantielle à ces entreprises. Alors je le cite, au début j'ai cru que c'était un problème et très honnêtement ça l'est forcément parce que vous progressez moins vite. Quand j'ai créé en 2012 la pièce Nouveau roman, j'ai compris que c'était ma manière d'être contemporain, de brouiller la définition de ce que j'étais. Cette incertitude-là, cette impureté me semblait correspondre à quelque chose de moderne. C'est ma réponse au désordre que je ressens autour de moi. Et de manière pratique, ça me repose. L'alternance vous permet de passer outre vos découragements. C'est étrange, mais j'ai l'impression que ces projets, je les fais toujours depuis ma chambre d'adolescent de Rostronin, avec le sentiment que tout peut se terminer très vite. Sans doute est-ce pour cela que je suis vite angoissé si je n'ai pas un ou deux projets en cours. Je me sens encore très ado dans ma manière de travailler. J'ai encore besoin de mouvement. Le monde est tellement chaotique, incertain, violent. Je ne crois pas que les artistes comprennent mieux que les autres et qu'ils sont des témoins privilégiés. En revanche, ils peuvent, dans ces moments-là, affronter leur intimité. C'est ça qui domine tout ce que je fais. L'impureté que je recherche dans mes films ou dans mes livres répond à la volonté de nier la distinction entre les domaines. Fin de citation. Alors donc, à charge pour nous aujourd'hui, tous ensemble, et moi particulièrement, de lire ou de trouver des rapports dans ces différents domaines d'activité de Christophe Honoré, de dénouer ces nœuds, parfois sacs de nœuds, il faut bien le dire, et de les nouer autrement. Bref, de trouver une sorte d'essence, même et surtout aléatoire, voire un destin dans cet éclectisme apparent ou cet éclectisme de façade. Alors j'aimerais pour chacune des fenêtres où Christophe Honoré passe la tête, vous inviter à considérer ensemble quelques exemples. Alors, commençons par le livre et le roman.
En 1995, Christophe Honoré s'installe à Paris, il a 25 ans, et il publie aux éditions L'École des loisirs son premier livre pour enfants, Tout contre Léo, qui sera suivi par une dizaine ou moins d'autres titres. Alors je vous lis un extrait de Tout contre Léo. Au milieu de l'escalier, j'ai stoppé net, arrêté par un silence inhabituel. Sans faire de bruit, je me suis faufilé dans la salle à manger. J'ai laissé la lumière éteinte et je me suis posté dans l'axe du passe-plat, un peu en arrière, pour rester dans le noir. De là, on voit toute la cuisine. Et j'ai vu. J'ai vu mon père et ma mère serrés l'un contre l'autre près de l'évier et qui sanglotaient. Jamais je n'avais imaginé que mon père avait des yeux qui pleuraient. Le récitant de ce récit s'appelle Petit Marcel. C'est un garçon de 10 ans à peu près, qui est donc tenu à l'écart d'un drame familial, son frère aîné ayant été attaqué par le sida. Alors, petit Marcel fait l'andouille pour faire diversion, il joue les délinquants pour exprimer son désespoir, puis il décide de se murer dans le silence. Il est bouleversé de voir son père pleurer pour la première fois, il s'interroge sur la mort, il essaie d'imaginer ce que sera sa vie sans son grand frère bien-aimé. Il est blessé d'entendre des adultes parler de la culpabilité des séropositifs. Alors, la mort, les non-dits, l'enfance, le silence assassin. Et je ne sais pas pourquoi, mais Tout contre Léo m'a fait penser... Enfin, si, je sais pourquoi. Tout contre Léo m'a fait penser par ricochet. Enfin, je dis par ricochet parce qu'il me semble que l'œuvre polysémique et polymorphe de Christophe Honoré, eh bien, ça me fait songer à un galet plat qui ricoche, vous savez, à la surface, en l'occurrence faussement tranquille, d'eau ou de mer très sombre et très profonde. Donc, par ricochet, donc, Tout contre Léo me fait penser à Vision de Gérard, un roman de l'écrivain américain Jack Kerouac, écrit en janvier 1956 et publié en 1963. Vision de Gérard débute ainsi. Gérard Duluoz naquit en 1917. Ce petit enfant débile souffrait d'un rhumatisme au cœur et de bien d'autres complications qui firent de lui un grand malade. Il mourut à l'âge de 9 ans. Fin de la citation, c'est la première phrase du livre. Donc c'est donc de sa petite enfance que Kerouac fait revivre dans ses pages les 4 années passées en compagnie de son frère, son copain, son ami, qui lui enseigna, entre autres, la tendresse et la générosité. Ça se passe en Nouvelle-Angleterre, dans le quartier canadien-français de Lowell. Donc on assiste dans ce roman à la lente agonie d'un être délicat, ami et protecteur de tout ce qui est faible et souffrant. Donc Vision de Gérard est un livre sur l'enfance, dans une langue assez drue et imagée, mais non exempt d'un certain lyrisme. Donc écho littéraire entre Honoré et Kerouac, qui est aussi un écho biographique dans les deux cas. Et je crois que par ce chemin de traverse, cet itinéraire bis, si vous voulez, balisé par Jacques Kerouac, cette ribine, ça c'est un mot breton qui veut dire éviter les flics, nous approchons donc à pas de loup de Christophe Honoré, si tant est qu'on l'ait jamais quitté. Alors, dans un entretien dans Le Monde, au mois de mai dernier, je crois, dans une rubrique que vous connaissez peut-être et que je trouve très bien nommée, qui s'appelle « Je n'en serais pas arrivé là si », Christophe Honoré confie « Quand on veut partir de quelque part où tout se passe bien, forcément, les gens qui restent ont tendance à vous le reprocher, à vous dire « Qu'est-ce qui te manque ?» Lorsque j'ai commencé à parler de cinéma à mes parents, ils étaient effrayés. Je voyais dans leurs yeux une espèce de compassion, comme s'ils se projetaient dans mes futurs échecs. Pour eux, ça leur semblait insensé. Donc, il fallait gentiment m'en détourner. Au collège, en bon élève, je faisais tout pour plaire à mes parents et à mes professeurs. Mais au lycée, 2 mois après ma rentrée en seconde, mon père est mort dans un accident de voiture. J'avais 15 ans, tout s'est effondré. C'était l'irruption d'une tragédie dans une enfance assez idyllique, un mélodrame, car mes parents venaient d'avoir mon petit frère. Vous voyez que les souterrains sont là avec Kerouac. Bon, donc arrivé à Paris, à la capitale, comme on dit quand on habite en province, en l'occurrence Rostronin, en Bretagne, Christophe Honoré va aussi devenir critique de cinéma, dans les cahiers du cinéma, qu'il lisait déjà à Rostronin, parce qu'il y avait une maison de la presse et un cinéma à Rostronin. Toujours d'ailleurs. Alors c'est Serge Toubiana, qui est alors directeur de la revue et qui lui confie une chronique intitulée « Journal d'un spectateur ». Bon, alors un spectateur musclé, qui n'y va pas de main morte, qui rebroussant et hérissant tous les poils, et notamment ceux de la doxa cinéphilique incarnée alors par les cahiers du cinéma. Alors en février 1998, il écrit dans le numéro 521 des cahiers, je le cite, « Le cinéma français qui va bien m'emmerde.
Je ne peux pas entendre que Marius et Jeannette est le meilleur film de l'année sans rigoler. Je refuse de marcher dans le coup de la chaleureuse humanité. Il n'y a pas d'humanité dans Marius et Jeannette, il n'y a que des bonnes intentions. Je ne peux pas lire que Nettoyage à sec est le film le plus sulfureux de l'année sans être terrorisé. Cinéaste subversive Anne Fontaine, cinéaste super bourgeoise, oui. Fin de citation, et ainsi de suite, hein, les auteurs estampillés, je le cite, cinéastes citoyens, comme Manuel Poirier aussi, qui à l'époque venait de réaliser Western, se retrouvent soudain accusés de moralisme, de bonne conscience, de gauche. Alors l'article a fait une certaine sensation, et en tout cas a fait une grosse sensation dans le milieu des cinéphiles, et une partie de la rédaction des Cahiers du cinéma demande la disparition de la chronique de Christophe Honoré. Alors fort heureusement, Serge Toubiana la défend, je le cite. L'article d'Honoré disait que ce n'est pas avec des bons sentiments qu'on fait des bons films. Je trouve qu'il a raison. À mon sens, on fait des bons films avec des sentiments plus étranges et plus personnels. Fin de citation. Alors quand même, rétrospectivement, bien des années plus tard, parce que l'article a été écrit en 98, on ne peut pas dire que Honoré ait vu faux, ni sur Guédiguian et son Marius et Jeannette, où la classe ouvrière, en tout cas dans ce film, est bonne et gentille uniquement parce qu'elle est ouvrière. Alors, ni surtout sur Nettoyage à sec, alors là, d'Anne Fontaine, effectivement, typique d'un cinéma bourgeois de l'époque, qui se fait peur, avoir peur, mais pas trop quand même. Hein. Alors, quoi qu'il en soit, si j'ose dire, après la critique de cinéma, le cinéma tout court, et là, Honoré se glisse dans une tradition propre au cahier du cinéma, où Truffaut, Godard ou Romer, etc., furent des grands critiques aussi au lance-flammes, avant de devenir des grands cinéastes, de grands cinéastes aussi parfois au lance-flammes, si on pense à Godard notamment. Alors, cela étant dit, donc écrivain, critique de cinéma, et puis cinéaste. Alors, si vous voulez bien, on va revenir aux idoles et à France Gall de notre début, avec l'extrait d'une captation de la pièce de théâtre Les Idoles, que j'ai vu et qui a été présenté à Paris, entre autres à Paris, au Théâtre de l'Europe Odéon en juin 2019. Alors regardez voir et écoutez bien. Je suis Christophe Honoré et j'aurais aimé débuter cette pièce en partageant avec vous le souvenir d'une journée particulière. Il me semble que c'était en 1993, un dimanche. J'avais pris un train pour Paris le matin depuis Rennes où j'étais étudiant à la faculté de lettres modernes. C'était l'après-midi au centre Beaubourg, à l'époque où j'ignorais qu'il s'y jouait aussi des spectacles, l'époque où je pensais que c'était un musée, c'est tout. On m'avait conseillé, on m'avait guidé vers les sous-sols. Je ne connaissais pas grand-chose à la danse contemporaine, je ne connaissais rien à la signalétique du centre Beaubourg. C'était l'époque où je voulais tout ressentir et comprendre, où mes 20 ans réclamaient chaque jour du nouveau. Un cinéaste, un romancier, un metteur en scène, un chorégraphe, un photographe. Chaque jour des bras où me jeter. Il me fallait des inconnus, des étrangers qui, je l'espérais, m'aimeraient un peu. L'époque où je croyais que je venais voir alors que je venais me faire aimer. Je suis assis dans un gradin, je domine la scène. À main gauche, des enceintes gigantesques, entassées les unes sur les autres. À main droite, d'autres enceintes, des carcasses. Aucun souvenir du fond de scène. Jour étrange, c'est le titre. Pendant que la salle se remplit de spectateurs, j'entends ici et là des murmures, des messes basses. La chose est entendue pour la majorité de ceux qui viennent de s'asseoir. Il se répète que ce n'est pas l'original que nous allons voir. J'écoute le public qui m'entoure, je ne comprends pas de quoi il parle. Je mets ça sur mon ignorance de provincial et me recroqueville sur mon siège de peur d'être débusqué. Le noir se fait et résonnent les premières notes d'une musique que je reconnais. C'est une chanson des Doors, When the Music is Over. Elle me réchauffe et je me retiens d'en murmurer les paroles. Sur la scène sont apparus les danseurs, ils ressemblent à des danseurs, ils en ont la tenue, c'est comme dans Fame. Ils s'échauffent, ils tentent un saut, une course. Non, c'est comme dans la boum. Ils dansent pour l'autre, ils dansent dans l'excitation amoureuse. D'un mur d'enceinte à l'autre, ils enchaînent des trajets. Les mains dessinent dans l'air des combinaisons compliquées, elles se secouent, se nettoient et débutent de nouvelles phrases illisibles. Les pieds tracent des énigmes. Mais si je cadre les visages des danseurs, je vois les regards perdus, affolés, la peau qui tremble,
la peine qu'on retient mais qui semble tous les dévaster. Et je comprends peu à peu que je suis en train d'assister à une danse d'après. Nous sommes après la mort de celui qui l'a inventé, mais nous sommes juste après. C'est une réunion d'amis qui dansent comme on jette une poignée de terre sur le bois d'un cercueil. Le soir même, j'ai repris le train pour Rennes, et la semaine suivante, j'ai cherché qui était Dominique Baguet. C'était l'époque sans Internet. Où donc étais-je allé chercher ça? J'ai découvert ce dont j'étais déjà certain, qu'il était mort du sida peu de temps auparavant. J'en étais certain parce que c'était l'époque où tous les artistes dont je tombais amoureux mouraient du sida. Robert Mapplethorpe, Bernard-Marie Coltès, Marc Morisseau, Jacques Demy, Hervé Guibert, Serge Danet, Cyril Collard, Derek Jarman, Jean-Luc Lagarce, cette fois Dominique Baguet. Jours étranges. Non, jours sinistres et terrifiants qui brûlèrent mes idoles et dont jamais je n'ai pu me consoler. C'est gai, hein? Mais oui, ça l'est, vous allez voir. Alors, de quoi il a été question dans cette ouverture de la pièce de théâtre Les Idoles? Vous l'avez entendu, de jeter une poignée de terre sur des cercueils, d'une sorte de danse macabre en hommage à Baguet, avec des fantômes, et Christophe Honoré, qui est présent par sa voix dans un amplificateur, mais comme une voix d'outre-tombe, et qui exprime ici, je crois, la règle de ces jeux, jeu à tous les sens du terme, c'est-à-dire jeu avec ses souvenirs privés, jeu avec ses héros particuliers, dont certains nous appartiennent aussi, jeu avec la littérature, qui fut le fond d'une de ses pièces de théâtre précédentes qui s'intitulait Nouveau roman, et jeu avec son jeu, J-E. Mais je crois que comme dans la règle du jeu de Jean Renoir, la danse macabre, vous savez, il y a une scène, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir le film, il y a une scène de danse macabre dans le film La règle du jeu de Jean Renoir. Eh bien, comme dans le film de Renoir, je crois que cette danse macabre, dont vous avez vu l'esquisse ici, c'est une sorte de pavane pour tous ces héros défunts, mais c'est aussi une danse d'allégresse, dans une façon à la fois d'honorer et de briser les idoles, c'est le titre, à grands coups de marteau, parfois lyrique, qui est aussi une manière pour Christophe Honoré de les honorer, c'est-à-dire de s'adresser à eux depuis un au-delà, l'au-delà de sa voix, qui est notre présent, à nous tous, tout en inventant une distance qui, je crois, vous allez le voir, a beaucoup, beaucoup à voir avec un humour assez fou. Alors on regarde la preuve. Bon, je vais répéter. Madame Frédéric, je peux avoir la musique? Qu'est-ce que tu fais? J'enfile les perles. C'est moi, c'est Lola, celle qui rit à tout propos, celle qui dit l'amour c'est beau, celle qui plaît sans plaisanter, reçoit sans les dédommager, les hommages désommagés, les bravos des braves gars, les hurrahs, les viens avec moi. Celle qui rit de tout cela, qui veut plaire sans tenir là, c'est moi, c'est Lola. Celle qui dit, v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots, on va tourner, on va danser, on va flirter sans y penser, on va rire et virevolter, mais, quand elle met le haut là, quand elle leur dit, ça va comme ça, tiens-toi bien, moi je m'en tiens là. C'est moi Lola. Celle qui dit bientôt, bientôt et qui sourit dans votre dos, tout enfoncé dans ses pensées, d'espoir si vous les saviez, un énorme espoir insensé, celle qui n'ouvrira ses bras qu'à celui qu'elle reconnaîtra, entre 1000, entre 100 ou 3, à qui elle dira, toi, 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 c'est moi Lola. Quelle heure est-il? Quoi? Quelle heure est-il?
7h30. Faut que je me sauve. J'ai rendez-vous à 8h. Avec Francky? Non, un ami d'enfance, un type que j'ai pas vu depuis 15 ans. Je l'ai rencontré dans la rue comme ça, c'est fou. Tu prends bien quelque chose avant de partir? Non, non, j'ai pas le temps. Au revoir, au revoir. Touche-moi. J'ai lavé mes cheveux, on dirait de la soie. Oh oui. C'est moi, c'est Lola, celle qui rit à tout propos, celle qui dit l'amour c'est beau, celle qui plaît sans plaisanter, qui reçoit sans les dédommager, les hommages, et les bravos, les braves gars, les hurrahs, les viens avec moi, celle qui rit de tout cela, qui veut plaire et s'en tenir là, c'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots. On va tourner, on va danser, on va flirter sans y penser. On va rire et virevolter, mais quand elle met Lola, quand elle leur dit ça va comme ça, tiens-toi bien, moi je m'en tiens là. C'est moi Lola. Celle qui dit bientôt, bientôt et qui sourit dans votre dos, tout enfoncé dans ses pensées d'espoir, si vous le saviez, d'un énorme espoir insensé. Celle qui n'ouvrira ses bras qu'à celui qu'elle reconnaîtra entre 1000, entre 100 ou 3, à qui elle dira toi, toi, toi. C'est moi Lola. Voilà, je crois que l'illustration du côté de l'humour est parlante. Alors on dirait avoir ça une version travestie de Lola, mais incarnée par un parangon de virilité, Romain Duris, comme vous l'avez vu, jeune et velu. Alors, mais c'est exactement comme Honoré qui a choisi dans Les Idoles de faire interpréter Hervé Guibert par une femme, Marina Foïs, et Jacques Demy par une autre femme, l'actrice Marlène Saldana. Alors je ne crois pas que Christophe se moque, en l'occurrence de Jacques Demy, et je crois encore moins qu'il pastiche Demy. Je crois par contre que Christophe Honoré travaille dans une sorte de cimetière, plein de tristesse et de larmes, devant la tombe de ses chers disparus, quitte à leur faire subir les outrages amoureux que vous avez vus, qu'on réserve à ceux qu'on aime et pas à ceux qu'on déteste. Alors, je crois que le plus simple et le plus éclairant, ce sera ce soir de s'en tenir au film de Jacques Demy, à qui Christophe Honoré a dit qu'il s'adressait à chacun de ses propres films. Alors, Demy, tel une sorte de parrain bienveillant, Jacques Demy, tel la fée des lilas, si vous voulez, dans Peau d'âne, qui chantonne, rappelez-vous, « La situation mérite attention ». Alors, comme l'Orphée aussi de Cocteau, guidé dans les limbes par l'ange Heurtebise, eh bien, je crois que Christophe Honoré se glisse dans un cénotaphe en chantant et en chanté. Jacques Demy l'habite, et je crois qu'une troisième demoiselle de Rochefort danse dans le cœur et dans les jambes de Christophe Honoré. Alors, dans les films de Christophe Honoré, jamais la comédie n'est plus explicite et paradoxalement la plus parlante lorsqu'elle devient justement à plusieurs reprises de ces films musicales. Alors à ce titre, la musique et le recours à la chanson sont tout à fait révélatrices de la position du cinéaste. Je le cite, « J'aime l'esprit de la comédie musicale, proche de celui de la pop, ne jamais se plaindre, ne jamais s'appesantir, s'offrir la possibilité du lyrisme à partir d'une tragédie quotidienne. » Fin de citation. Alors c'est vrai que même si les chansons d'Honoré, comme chez Jacques Demy d'ailleurs, sont souvent tristes, voire très tristes, elles rendent quand même la tristesse plus acceptable. Pas tolérable, mais acceptable. Alors donc la chanson, c'est une façon je crois pour Honoré comme pour Demy, de rejouer à l'infini une histoire d'amour et de lui donner alors une sorte de pérennité et d'éternité. Alors la mélancolie des paroles et du rythme forme, comme l'écrivit Gilles Deleuze, une ritournelle qui éternise un commencement de monde et le soustrait au temps qui passe. Fin de citation de Gilles Deleuze. Alors là, donc,
en regard, sous le regard d'Outre-Tombe de Jacques Demy. On va regarder quelques scènes des films d'Honoré et les mettre en parallèle, et vous allez voir que, comme un défi aux lois de la géométrie, bien des parallèles se croisent. Alors on va regarder l'extrait 4, vous allez voir s'il y a un enchaînement. On regarde ça. Petit salaud, ton jeu est clair. Tu veux tout sans aucune. Le beurre, le cul de la crémière. Deux pour le prix d'une. Petite garce, que tu es vulgaire, que c'est laid dans ta bouche, que cette jalousie m'indiffère. Vois comme tu te couches. Je suis le pont sur la rivière qui va de toi à toi. Traversez-moi la belle affaire. Embrassez-vous sur moi. Je n'aime que toi. Je n'aime que toi. Petit salaud, petit pervers, où as-tu mis les doigts? D'où viennent ces odeurs étrangères? Sûrement pas de moi. Petite garce, va donc te faire. Tu n'es pas moins farouche. Non, tu n'es pas moins adultère. Vois comme elle te touche. Je suis le pont sur la rivière qui va de toi à toi. Me passer dessus, la bonne affaire. M'enjamber, pourquoi pas? Je n'aime que toi, 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 toi. Je n'aime que toi. Petit salaud, qui tu préfères? Qui tu veux, fais ton choix. Le bon vieux temps, la nouvelle ère, c'était le moi. Petite garce, qui je préfère? Tu le sais mieux que moi. Je préfère que tu sois légère. À la guerre à Troie. Je suis le pont sur la rivière. Vos gardes me laissent de bois. Piétinez-moi, que puis-je faire? Je ne bouge pas de là, 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 là. Je n'aime que toi. Je n'aime que toi. Je n'aime que toi. Il faut essayer d'être heureux. Il faut que nous gardions de nos derniers moments un souvenir plus beau que tout, un souvenir qui nous aidera à vivre. J'ai tellement peur quand je suis seule. Nous nous retrouverons et nous serons Connaîtra d'autres femmes, tu m'oublieras. Je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Guy, je t'aime, ne me quitte pas. Mon amour, ne me laisse pas. Viens, mon amour, mon amour. Alors voilà, là je trouve que les deux exemples sont particulièrement parlants, ce qu'on pourrait appeler l'effet tapis roulant. Alors vous avez vu, il y a un tapis roulant dans le film avec Ludivine Sagnier. Ludivine Sagnier avance mais ne bouge pas. Elle est sur un tapis roulant. Et dans la scène des Parapluies de Cherbourg, Catherine Deneuve et Nino Castelnuovo avancent mais ne bougent pas. Ils sont sur un tapis roulant. Mais c'est quoi la différence? Chez Christophe Honoré le fait marcher à l'envers, le tapis roulant. C'est-à-dire qu'il va en arrière, tandis que Demy va en avant. Mais
La citation est magnifique parce c'est à la fois un hommage et une métamorphose. C'est-à-dire que c'est le même genre d'ambiance nocturne, un peu pluvieuse, à Cherbourg et puis à Paris. Et cette manière et finalement est très joyeuse de rendre hommage à Jacques Demy, parce que c'est pas, il sort pas les prix Dieu. Simplement, il dit, moi j'adore cette scène, je vais la faire à l'envers, quoi, avec Ludivine Sagnier. Alors on peut prendre aussi un autre exemple de parenté quasi incestueuse, donc sexuelle, entre Demy et Honoré. On va regarder l'extrait suivant. Moi j'attendais qu'on se déteste. Rien ne viendra plus à présent de nos amours, ce qu'il en reste. Si peu de chair, tellement de sang. Si peu de chair, tellement de sang. Tu n'es plus là, rien n'a changé. Le problème est le même, tu sais. Je peux vivre sans toi, oui, mais ce qui me tue, mon amour, c'est que je ne peux vivre sans t'aimer. Moi j'attendais qu'on se délite. Rien ne viendra plus, je le sens. Comme la vie a passé vite. Comme désormais tout semble lent. Comme désormais tout semble long. Tu n'es plus là, rien n'a changé. Le problème est le même, tu sais. Je peux vivre sans toi, oui, mais ce qui me tue, mon amour, c'est que je ne peux vivre sans t'aimer. Moi j'attendais l'heure du déluge. Le feu et les pluies diluviennes. Un torrent pour dernier refuge. Mais rien ne vient et ne m'entraîne. Mais rien ne vient et ne m'entraîne. Tu n'es plus là, rien n'a changé. Le problème est le même, tu sais. Je peux vivre sans toi, oui, mais ce qui me tue, mon amour, c'est que je ne peux vivre sans t'aimer. Je peux vivre sans toi, oui, mais ce qui me tue, mon amour, c'est que je ne peux vivre sans t'aimer. Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas, ne pars pas jamais.
tu sais bien que ce n'est pas possible. Ne te quitte Mon amour, il faudra pourtant que je parte. Tu sauras que moi, je ne pense qu'à toi, mais je sais que toi, tu m'attendras. 2 ans de notre vie. Ne pleure pas, je t'en supplie. 2 ans, non, je ne pourrai pas. Calme-toi, il nous reste si peu de temps, mon amour, qu'il ne faut pas le gâcher. Là, on est presque dans du littéral. C'est un vertige, puisque dans les deux cas, il s'agit de Catherine Deneuve. On ne sait pas quand elle est jeune, quand elle est vieille. Je ne sais pas si elle n'est pas plus jeune dans le film d'Honoré que dans le film de Jacques Demy. Donc il y a quelque chose là une osmose quasiment sorcière, vaudou, magique. Alors on va regarder un autre exemple, si vous le voulez bien, aussi de cette osmose. Et là, c'est un vertige, c'est un abîme, c'est un gouffre, puisqu'on va mettre en regard inversé le duo de Catherine Deneuve et sa maman dans Les Parapluies de Cherbourg, et le duo de Deneuve et de sa fille, Cara Mastroianni, dans le film de Les Bien-Aimés de notre ami Christophe Honoré. Là, ça devient proprement dingue. J'ai voulu plaire et devenir une fille légère pour m'affranchir du poids du cœur et ses raisons. Ces amoureux se mêlent de plomb, tous ceux qui pèsent, tous ceux qui tendent ces kilogrammes de sentiments. Telle fille, telle mère, je suis restée une femme légère pour m'éviter le poids du cœur et ses mystères, les amours comme des sacs de pierre, tout ce qui pèse, tout ce qui nuit, jamais faire pitié, juste envie. Mais j'ai beau faire, je tombe d'amour. Les filles légères ont le cœur lourd. Le poids du cœur rattrape toujours les filles légères et tout un jour ont ce sentiment d'échouer, de s'être légèrement planté. Le poids du cœur oublie le don, cette légèreté je t'en fais don. Tu sais, tu ne risques rien de plus que d'être légèrement déçu. Et pour lui plaire, j'ai rejoué la fille légère. J'ai essayé, mais voilà, mon cœur pèse des tonnes. Cette légèreté m'abandonne, et c'est un fardeau surprenant, ces kilogrammes de sentiments. Petite fille, tu es folle, est-ce qu'on pense au mariage à 16 ans, 17 ans? Amoureuse, est-ce que je suis trop laide ou trop bête? Mais non, tu n'es pas laide, tu n'es pas la merveille des merveilles. Mais on ne peut
pas dire que tu sois laide ni sotte, seulement tu as le temps. Tu crois aimer, mais l'amour c'est autre chose. On ne tombe pas comme ça, amoureuse d'un visage que l'on croise dans la rue. C'est un jeune homme que j'ai rencontré plusieurs fois et qui m'aime. Nous voulons nous marier, tu ne dis rien. Mais je suis stupéfaite. Je suis allée avec lui au théâtre hier soir. Magnifique! Alors tu m'as menti et tu avoues sans la moindre honte. Ce n'est pas honteux de vouloir se marier. À ton âge, si, enfin non. Tu es une petite fille, toute petite. Tu ne sais rien. Moi, je crois que c'est tout. Donc là, le lien, le trait d'union, c'est La fille légère qui est chantée explicitement dans le film de Christophe Honoré et qui est en embuscade dans les parapluies de Cherbourg. Vous l'avez noté, les petits sourires de Deneuve. Et puis finalement, la maman qui finit par dire oui, bon, ben oui, c'est pas mal de tomber amoureuse, mais tu sais pas ce que c'est que l'amour. Donc là, c'est très puissant, parce que je crois que là, on a bien l'exemple que pour Christophe Honoré, il ne s'agit pas simplement de copier-coller, comme on dit aujourd'hui, ou de simplement transposer un modèle littéraire ou cinématographique, en l'occurrence. Mais je crois plutôt de rester, pour lui et pour nous, attentif à la façon dont le souvenir de telle lecture ou la vision de tel film s'est gravé dans notre mémoire, dans sa mémoire, et comment il ressurgit. Ce qui reviendrait, si vous voulez, à ranger Christophe Honoré comme on rangerait une sorte de bibliothèque, de vidéothèque et de cinémathèque plutôt idéale, non pas par ordre alphabétique ou je sais pas quoi, par pays, par auteur, par région, mais plutôt dans l'ordre du moment où on a lu tel ou tel livre ou vu tel ou tel film. C'était quand je suis tombé amoureux, j'ai vu ceci. Quand j'avais 18 ans, j'ai vu cela. Quand j'en avais 20, j'ai lu ceci et cela. Voilà. Donc, c'est une manière, je crois, pour lui, de déployer les mouvements, tous les mouvements temporels, hein, à travers plusieurs couches, plusieurs strates, du personnel archi-perso, hein, Christophe Honoré, à l'univers, l'univers super universel, le nôtre. Alors, tout est évidemment alors dans ces films et dans ces livres aussi, hein, dans l'entremêlement entre le passé individuel, hein, celui d'un type qui s'appelle Christophe Honoré, et celui de la société, donc entre la subjectivité, sa subjectivité, et des faits historiques, temporels très précis. Alors à ce mélange qui évoque d'ailleurs le fonctionnement ordinaire de la mémoire, de notre mémoire, hein, fait écho celui de formes cinématographiques ou littéraires que construit Christophe Honoré. Je trouve qu'il est frappant dans ses livres, mais surtout dans ses films, s'il n'y a que des liens qui se nouent, qui se dénouent entre différents modes d'expression artistique. Et au cœur même de ces films, enfin leur cœur, pour le coup, au cœur battant, c'est une forme, oui, il disait d'impureté, moi je dirais d'hybridité entre le cinéma, la littérature et la musique. Donc, autant dire qu'il va bientôt falloir maintenant s'approcher, car le temps passe, mais ça va, de ça. My lady d'Urbanville. Ah, mais je la déteste cette chanson, mais là, je peux plus l'entendre. Ouais, moi non plus. Pour l'instant, moi, j'ai reçu aucune instruction. Il n'y a pas de première, on ne jouera pas. À partir du moment où on sait que la représentation n'aura pas lieu, on ne va pas continuer à répéter. Denis a accepté de faire un spectacle qui est Covid compatible. Ah bon? Ah non, distanciation. Est-ce que c'est déjà arrivé dans cette comédie française depuis 1680? Un spectacle qui n'existe pas. Mais moi, je m'en fous. Allez, on répète. C'est absurde. C'est les musiciens du Titanic. C'est pas insensé de répéter quelque chose, peut-être, juste pour vous. Je suis crevé, moi. Cyrano, c'est important, ton film, c'est important. Et ça Cyrano, aussi. apparemment, c'est maintenant. Avec des masques. Ah non. Ils te mettront le nez
Alors on répète, c'est ça l'histoire, on répète. Il y a le côté de chez Swann, parce qu'on passait devant la propriété de Monsieur Swann, et le côté de Guermantes. On n'est pas allé au resto. J'ai dormi sur place. C'était beaucoup plus pratique. Mais on s'amuse pas du tout. On répète, on travaille. On sa coquine. Un beau jeune homme à nos pieds. C'est plutôt nous qui sommes à ses pieds. Qu'est-ce que ça peut faire que j'ai du désir pour toi? Tu es très content que tout le monde te désire. Alors ça, c'est le dernier la bande-annonce du dernier film de Christophe Honoré, Guermantes, que vous avez peut-être eu la chance de voir il y a 2 jours, hein, je crois, qui est passé en avant-première grâce au Forum des images. Alors donc, attachez vos ceintures, Proust Honoré. Alors, comme le chantait Étienne Dao, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Ou alors, je pourrais aussi citer Madame de Lafayette, la princesse de Clèves, qui définissait à sa façon l'art de se rencontrer et l'art de la rencontre. Elle écrivait « 2 personnes se connaissent, mais se connaissent déjà et ne se connaissent pas encore ». Alors, goupillons, si vous le voulez bien, d'une autre façon, la rencontre de Christophe Honoré et de Marcel Proust. Marcel Proust. Alors, Proust, prénom Marcel, Honoré, prénom Christophe. J'ajouterais d'ailleurs à la façon de l'auteur de la recherche, nom de pays, pays qui est celui plutôt de l'Alice de Lewis Carroll, qui chute dans une faille spatio-temporelle, un trou de mémoire, si vous voulez, qui est le pays des démons et des merveilles. Alors, Christophe Honoré a déclaré, je ne sais plus où, je voulais surtout rattraper le temps perdu. Alors, c'est une sorte de lucidité mélancolique, hein, le trop tard du temps perdu, et puis aussi une lucidité vaporeuse et beaucoup plus gaie, joyeuse et consolatrice à l'heure du temps retrouvé. Alors Gilles Deleuze, parlant de Proust, disait, je le cite, « C'est curieux que ce soit un auteur qui passe pour un pur intellectuel, Proust, qu'il ait dit si clairement, traitez mon livre comme une paire de lunettes dirigées sur le dehors, eh bien, si elles ne vous vont pas, prenez-en d'autres. Trouvez vous-même votre appareil qui est forcément un appareil de combat. » Eh bien, je crois que Christophe Honoré a chaussé les lunettes de la recherche et qu'il en fait un appareil de combat à lui. Alors, je voudrais faire aussi une autre citation de Deleuze, pas du tout à propos de Proust, mais de Fellini. Et il écrit de Deleuze dans l'Image-Temps, nous sommes, l'ouvrage l'Image-Temps, nous sommes construits en mémoire, nous sommes à la fois l'enfance, l'adolescence, la vieillesse et la maturité. La vieillesse et la maturité. Et ben, je crois que les films de Christophe Honoré sont à la croisée de toutes ces références-là. Alors particulièrement dans un film, j'espère que vous avez vu, qui s'appelle Chambre 212. C'est Chambre 212, hein, c'est ça, qui est sorti en 2019, et qui alors là est une sorte de... Le sol se dérobe sous nos pieds, enfin c'est une sorte de gouffre. En tout cas, c'est un abîme de la mémoire, puisque les personnages du film se souviennent d'une foule de souvenirs, hein, une foule de choses, mais qui ne sont pas forcément leurs souvenirs, mais ceux d'autres personnages. Et alors, il se produit une sorte, dans le film, de dédoublement démultiplié, qui prouve, en tout cas, comme dans une sorte d'extase, hein, qui semble saisir les personnages, surtout quand ils se souviennent de souvenirs qui ne sont pas les leurs, et ben, que le passé a de l'avenir. Alors, lors d'un entretien avec Marguerite Duras, c'est Jean-Luc Godard qui affirmait que la littérature commence par le temps perdu et termine par le temps retrouvé, alors que le cinéma commence par le temps retrouvé et finit par le temps perdu. Fin de citation. Ça serait un peu cuistre de dire c'est pas faux. Mais en tout cas, chez Honoré, j'ai l'impression en effet que tout se joue dans une sorte de bras de fer entre le trop tard du temps perdu et le trop tôt du temps retrouvé. Alors, Ludivine Sagnier, dans les chansons d'amour, exprime tout, absolument tout, de ce fameux trop tard du temps perdu. Elle chante, je la cite,
Pourquoi viens-tu si tard? Je ne t'attendais plus, j'avais cessé d'y croire. Tirer un trait dessus. Pourquoi viens-tu si tard? Quelle cruauté bizarre. Pourtant, les aventures du temps retrouvé continuent et Honoré ne fait pas le choix d'arrêter justement les chansons d'amour sur cette tristesse. Il choisit au contraire un épilogue qui va s'ouvrir sur une perspective beaucoup plus optimiste. Et c'est peut-être en cela que je crois de nouveau Honoré rejoint Proust. Proust pour lequel, même si le surgissement du passé n'est pas par essence, par nature éphémère, cette capacité à percevoir le temps reste quand même acquise. On a le droit de se souvenir. Voilà. On donne le droit de se souvenir. Alors, donc, je crois qu'il y a de nombreux ponts, comme vous voulez, ou de tunnels qui s'établissent entre les mots de Proust et les images d'Honoré. Je crois que les deux auteurs, parce qu'on peut vraiment parler d'auteurs, surtout, évidemment, Proust, merci, on avait cru le remarquer, et Honoré aussi, je crois que les deux auteurs cherchent à décrire tout simplement le surgissement du passé à travers l'intensité d'une sensation présente et des émotions, évidemment, qu'elle engendre. Alors, chez Proust comme Honoré, de l'émotion émane la vision, et chez les deux auteurs, la contrepartie de ce don quasiment de voyance, c'est parfois le sentiment amer du temps perdu, définitivement perdu. Mais alors, je crois que Honoré se distingue et même s'éloigne fortement de Proust. Dans la recherche, vous savez, la perspective est tout entière monopolisée, voire même parfois bouchée par la toute-puissance du personnage qui s'appelle le narrateur, qui n'est pas Marcel Proust en personne, bien sûr, et de son expérience intérieure à ce narrateur. Et je crois que chez Honoré, au contraire, il y a une altérité se fait tout le temps jour. L'autre, mais le grand autre, c'est-à-dire envisagé à la fois comme un guide, un copain, un amant, un compagnon, et comme consolation. Alors, autrement dit, c'est tout simplement une certaine morale du lien et du partage. Alors, morale qui conditionne, bien entendu, pas mal de choix esthétiques. Alors, à revoir ces jours-ci, à la demande du forum, de beaucoup de films de Christophe Honoré, ce qui fait un plaisir, il m'est apparu que très souvent, d'une scène à l'autre, notamment par le procédé bien nommé qu'on appelle le fondu enchaîné, il développe une esthétique permanente du trait d'union. C'est-à-dire ce qui l'intéresse à l'image et par l'image, c'est encore une fois tout ce qui nous lie et qui lie entre les personnages et nous réunit, nous autres spectateurs. Alors, et quand ce lien et ce partage concernent les morts, les disparus, ces chers disparus, qui sont aussi pour certains les nôtres, toujours sa caméra s'attarde légèrement, mais régulièrement, sur des scintillements, des reflets de lumière, des éclats d'étoiles, comme dans par exemple dans Les Bien-Aimés, il y a des reflets d'étoiles comme ça dans les eaux très sombres du canal de l'Ourcq à Paris. Et j'ai l'impression que c'est comme si c'était des âmes mortes, mais cristallisées, arrêtées par le temps. Alors mortes, c'est évident, mais toujours brillantes pour qui sait les regarder. Donc, j'aimerais bien qu'on se quitte presque par ces mots tout récents de Christophe Honoré. Je le cite. « Peut-être suis-je un peu trop obsédé par Proust en ce moment, mais je crois que pour retrouver quelque chose, il faut admettre l'avoir perdu. Le temps que nous vivons est perdu. L'admettre, c'est laisser la possibilité qu'il y ait un temps retrouvé. » Alors voilà comment je vois maintenant, vision, Christophe Honoré aujourd'hui. Mais je crois que à l'aube, à l'aurore de son monde, parce que tout reste encore à faire pour lui, dans une ambiance un peu, les Anglais disent Twilight Zone, mais moi je dirais en français entre chien et loup, Christophe Honoré, pour moi, est comme un jeune homme éternel qui se tient debout dans le désert de ses idoles. Il n'a pas bien dormi, il est mal rasé, il a relevé le col de son manteau d'hiver. Il se tient comme on se tient devant la sépulture d'un proche. Mélancolique, évidemment, mais droit. Il sait que le corps s'est dissipé, ça c'est la nature, qu'il est retourné au fracas, une espèce de fracas moléculaire dont nous procédons tous et auquel nous retournons tous un jour. Mais il se pose la question, où est passé le reste? Le reste, c'est-à-dire l'esprit. Où flotte l'esprit? C'est-à-dire ce qu'un mort transmet
à nous autres, les survivants. Ben, je crois que la question vaut pour n'importe qui, elle vaut pour nous. Mais pour un cinéaste, je crois qu'elle prend une tournure très particulière et très singulière. Il reste les films. Il y a le cinéma, alors celui de Christophe Honoré en particulier, et le cinéma qui consiste toujours à filmer la vie des morts et leur esprit, qui souffle et fredonne incessamment comme la chanson d'un bel été disparu. Et voici les célèbres sœurs Garnier. Quand l'été a disparu, l'été, quand le temps s'en est allé du côté des saisons, ma saison, on ne peut que soupirer, regretter l'été, mais pour vivre un jour d'été, lorsque l'hiver s'est installé et que votre cœur s'est glacé, il faut aimer, aimer la vie, aimer les fleurs, aimer les rires et les pleurs, aimer le jour, aimer la nuit, aimer le soleil et la pluie, aimer l'hiver, aimer le vent, aimer les villes et les champs, aimer la mer, aimer le feu, aimer la terre pour être heureux. Quand l'amour a disparu, l'amour, quand le cœur s'en est allé du côté des jamais, plus jamais, on ne peut que regretter l'amour envolé, mais pour ressusciter l'amour, si votre cœur vide est trop lourd, si l'ennui menace vos jours, il faut aimer, aimer la vie, aimer les fleurs, aimer les rires et les pleurs, aimer le jour, aimer la nuit, aimer le soleil et la pluie, aimer l'hiver, aimer le vent, aimer les villes et les champs, aimer la mer, aimer le feu, aimer la terre pour être heureux. Devant la joie retrouvée, la joie, quand le cœur s'est installé, étalé du côté du grand amour, l'amour, chaque jour est un été, le plus bel été, et devant la joie retrouvée, devant l'été recommencé, devant l'amour émerveillé, il faut chanter, chanter la vie, chanter les fleurs, chanter les rires et les pleurs, chanter le jour, chanter la nuit, chanter le soleil et la pluie, chanter l'hiver, chanter le vent, chanter les villes et les champs, chanter la mer, chanter le feu, chanter la terre pour être heureux. Chantez la vie, chantez les fleurs, chantez les rires et les pleurs, chantez le jour, chantez la nuit, chantez le soleil et la pluie, chantez l'hiver, chantez le vent, chantez les villes et les champs, chantez la mer, chantez le feu, chantez la vie, chantez les fleurs, chantez les rires, chantez les pleurs, chantez la mer, chantez le feu, chantez la terre pour être heureux. Voilà. Chanter la terre pour être heureux, je pense que c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour rendre hommage à Christophe Honoré, et puis pour nous rendre hommage à nous aussi, les terriens. Voilà. Aimer le vent, aimer les villes et les champs, aimer la mer, aimer le feu, aimer la terre pour être heureux. Je vous remercie beaucoup.